On a tous un film d'enfance, un film qui à chaque revisionnage nous procure un sentiment de nostalgie intense, un film qu'on pourrait revoir des centaines de fois sans se lasser. Un film qui nous rappelle de bons souvenirs, et personnellement, des métrages comme ça qui me procurent cet effet, il y en a quand même plusieurs. Que ce soit l'excellente trilogie Spider-Man de Sam Raimi, le génialissime premier Avengers, ou encore le titanesque Godzilla de 2014, ce sont tous des films que je regardais en boucle étant enfant, et rien que de revoir leur jaquette, mais s'il y a bien un film qui les explose tous à ce petit jeu pour moi, c'est bien Jurassic Park. Comme beaucoup, quand j'étais gosse, j'étais un véritable fan. Mes parents m'avaient acheté tous les DVD à l'époque et je les regardais tout le temps. En même temps, le film a tout pour plaire à un jeune public. Effets spéciaux toujours aussi solides même 30 ans après, personnages et acteurs iconiques, ou encore la BO qui est juste exceptionnelle. Jurassic Park avait tout pour devenir un film culte. Et aujourd'hui, on va revenir aux racines du projet. On va essayer de comprendre pourquoi le film a autant marqué les esprits, que ce soit de sa sortie initiale en 93 jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, je vais vous montrer comment et pourquoi Jurassic Park est devenu le film le plus important de sa génération. Michael Crichton, c'est un scénariste et producteur, mais également un écrivain. Alors qu'il était plus jeune, il commença dès 1983 à travailler sur un roman dans lequel une technologie génétique permettait de recréer un ptérosaure. Sauf que voilà, il n'était pas satisfait de son travail, il va donc pendant quelques années apporter des modifications à son histoire afin de la rendre plus crédible. Il aura par la suite l'idée de se faire dérouler les événements sur une île, et plus particulièrement dans un parc d'attractions. L'histoire sera alors racontée depuis le point de vue d'un jeune garçon, seulement l'idée ne plaît pas du tout à ses relecteurs. Il sera donc contraint de changer de cap, et finalement Crichton réécrit son histoire du point de vue d'un adulte, et c'est le grand succès. Le roman, alors nommé Jurassic Park, sera publié le 20 novembre 1990. Il recevra un plutôt bon accueil des critiques et relancera même l'intérêt du public pour les dinosaures. Mais un an avant, pendant le mois d'octobre 89, alors que Crichton se posera avec Steven Spielberg pour discuter d'un futur scénario, Steven lui demandera sur quoi il travaille comme histoire en ce moment. Mais voulant rester secret, il va donc faire poireauter Spielberg quelques semaines avant de finalement lui révéler qu'il bosse sur un roman dont l'histoire parle de manipulation génétique et de parcs de dinosaures. Suite à ça, l'auteur voudra vendre les droits de son livre pour une potentielle adaptation en long métrage. Une guerre entre les studios éclatera pour savoir qui pourra adapter Jurassic Park en film. Warner Bros, Tim Burton, la Columbia Pictures ou encore la 20th Century Fox, tous sont des studios qui auraient pu gagner la guerre, mais c'était sans compter l'arrivée dans la bataille d'Universal Pictures qui gagnera et offrira les droits à Steven Spielberg. Steven sera donc le réalisateur du film, mais il ne sera pas tout seul puisque Michael Crichton lui-même, l'auteur, l'accompagnera dans ce rôle. Donc oui, l'auteur de l'œuvre originale aidera à adapter le long métrage. Bon, alors à ce moment-là, c'est cool, le projet peut enfin démarrer, mais il y a quand même un petit problème qui va se présenter. Jurassic Park, c'est un roman qui est long, genre vraiment très long, il fait quand même environ 400 pages, ce qui n'est pas rien, et il va donc falloir faire des choix quant aux scènes à adapter. En parlant de ce problème à Spielberg, Michael Crichton lui révélera que s'ils veulent adapter le roman, ils pourront retracer que 10 à 20% de celui-ci. Et même problème concernant les dinosaures, le roman nous introduit à la base 15 espèces différentes, mais seulement 4 seront retenues, plus quelques-unes inédites n'apparaissant pas dans l'œuvre originale. D'ailleurs, suite à ça, une problématique fit son apparition. Comment faire des dinosaures réalistes? Comment faire croire aux spectateurs que ce qu'ils voient à l'écran est vivant? Eh bien Spielberg a pensé à deux moyens d'y parvenir. Tout d'abord la Go Motion, procédé qui consiste à créer l'illusion du mouvement en prenant plusieurs photos d'un même objet, mais en le déplaçant entre chaque cliché. Phil Tippett sera alors embauché et créera quelques brouillons, mais bon, ça c'était censé être la technique utilisée pour les plans rapprochés. Et oui, j'ai bien dit censé, puisque la Go-Motion est un concept qui sera rapidement abandonné pour laisser place à la CGI, ou aussi appelée image de synthèse. Bon, alors globalement, sans entrer dans les détails, la CGI c'est une technique créée à l'ordinateur visant à simuler le plus souvent des éléments physiques, comme par exemple le décor rigide, élastique, ou parfois des mouvements fluides comme de l'eau, du feu ou de la fumée. Sauf que si aujourd'hui la CGI est utilisée dans énormément de films, c'est notamment grâce à son réalisme, sauf que dans les années 80 et 90, et bah ça ressemblait à ça. Ouais, je sais, ça a fait peur. Le pari est donc énorme, il faut des effets spéciaux réalistes, et pour ça, ce sera la société ILM qui s'en chargera, elle qui était déjà connue auparavant pour ses travaux sur Terminator 2 ou Retour vers le futur. Et évidemment, pari gagné, le résultat est bluffant même 30 ans après, les effets en CGI n'ont pas pris une ride, et restent d'ailleurs parmi certaines des plus marquantes de l'histoire du cinéma.
Si les images de synthèse semblent parfaites pour les plans éloignés, et pour les mouvements rapprochés, le choix sera fait d'utiliser des animatroniques, sorte de marionnettes robotiques contrôlées à distance par radiocommande. Et sur ces marionnettes, on vient greffer une sorte de peau en latex et encore une fois, le résultat est juste bluffant de réalisme. Maintenant qu'on sait comment donner vie à nos créatures, il faut maintenant trouver des acteurs pour interagir avec elles. Si pour le rôle de Alan Grant, plusieurs grands noms ont été cités comme Kurt Russell, Harrison Ford ou encore William Hurt, c'est finalement Sam Neill qui sera choisi. Pareil pour le Dr Ian Malcolm, plusieurs grands noms ont passé le casting, comme par exemple nul autre que Jim Carrey lui-même. Mais ce sera finalement Jeff Goldblum qui sera gardé. Pour Ellie Sattler, ce sera à Laura Dern de faire son apparition. Pour le rôle de John Hammond, ce sera Richard Attenborough, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Acteur qu'on avait vu auparavant dans le Dunkerque de 1958, et je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à apprendre qu'il existe une ancienne version de ce film. Et pour finir, du côté casting, ce sera Ariana Richards et Joseph Mazzella qui joueront respectivement les rôles de Lex et Tim. Après plus de 2 ans de pré-production à tout préparer, le tournage peut enfin commencer, le 24 août 1992, sur l'île hawaïenne de Kauai, je sais pas comment ça se prononce. Dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien déroulé pour l'équipe là-bas, mis à part par un jour de septembre, où un ouragan s'est abattu sur l'île, suite à quoi la scène prévue a dû être reportée à un autre jour. Et celle-ci a carrément dû être déplacée sur une autre île, celle de Oahu pour être plus précis. Une fois les scènes sur les îles hawaïennes terminées, l'équipe est retournée en Amérique afin de finir le tournage dans les studios d'Universal Pictures. Parmi celles-ci, on peut retrouver la scène des Raptors qui a été tournée sur le plateau 24, et oui, c'est précis. On a aussi celle du bâtiment d'alimentation au plateau 23, celle de la salle des ordinateurs au stage 16 chez la Warner, celle du Dilophosaure au plateau 27 et la scène finale sur le plateau 12. Alors évidemment, des scènes tournées en studio, il y en a encore beaucoup, comme par exemple celle-ci ou encore celle-ci, mais une fois le tournage fini, il ne restait plus que le montage et les effets spéciaux à mettre en œuvre. Pour ce qui est des musiques, comme à quasiment tous les films de Steven Spielberg, c'est John Williams qui s'en chargera. Et si vous avez vu le film, vous savez à quel point les OST de Jurassic Park sont exceptionnels. Bref, après tout ça, le film fut fin prêt le 28 mai 1993 et sortira aux États-Unis le 11 juin de la même année. Et comme vous vous en doutez, à sa sortie, il va littéralement briser les box-office. Le film ayant coûté à peu près 63 millions de dollars, il va en rapporter en tout quasiment 1,45 milliard. Ce qui est évidemment un immense succès, tellement qu'aujourd'hui Jurassic Park est encore dans le top 50 des métrages les plus rentables de l'histoire. Il recevra d'ailleurs énormément de récompenses, perso j'en ai compté à peu près 90, il sera même inscrit à la National Film Registry, un registre qui s'engage à entre guillemets sauvegarder des films qui ont une importance culturelle ou historique. Bon, pour la partie résumée, je vais essayer d'être assez rapide parce que globalement, je pense qu'on a tous vu le film au moins une bonne dizaine de fois. Donc, Jurassic Park nous raconte l'histoire de John Hammond, un milliardaire excentrique qui a pour projet de recréer des dinosaures afin de les exposer au public dans un parc à thème. Il a donc invité une équipe d'experts afin qu'ils leur donnent un avis sur le parc. Cette équipe est composée d'un archéologue, Alan Grant, une paléobotaniste, Ellie Sattler, un casse-couille, Ian Malcolm, et ce mec qui est un avocat. Et évidemment, ils seront accompagnés par les 2 petits-enfants d'Hammond. Sauf que notre équipe, même après avoir été témoin de 2 miracles de la science, ne sont pas du tout pour l'ouverture du parc au grand public. Ils vont alors embarquer dans des voitures guidées par un rail censé faire le tour de l'île, sauf qu'en plein milieu de la visite, stoppé depuis un moment devant l'enclos du T-Rex, un cyclone s'abat sur l'île. L'ordre est alors donné de ramener les voitures et leurs passagers au bâtiment d'accueil. Seulement, Dennis Nedry, un employé qui est en réalité un traître, va décider de couper l'électricité de toute l'île et de se barrer avec des embryons de dinosaures. Et même s'il se fera bouffer un peu plus tard, son acte ne sera pas sans conséquence, puisqu'en coupant le courant de l'île, il a par la même occasion coupé celui des enclos. Le T-Rex va alors réussir à se barrer et sa première action une fois dehors sera d'attaquer la voiture des enfants. Mais grâce à un ingénieux coup de maître, Alan va attirer la bête autre part et se barrera avec les enfants dans la jungle. Là-bas, ils manqueront de se faire écraser par une voiture, rencontreront des brachiosaures dans des arbres et se retrouveront en plein milieu d'une horde de Gallimimus. Très vite interrompu par le T-Rex de tout à l'heure, alors en pleine chasse. Pendant ce temps, le courant sera alors remis sur l'île, nous donnant une des meilleures scènes du film selon moi, une scène remplie de tension digne d'un véritable film d'horreur. De retour au bâtiment d'accueil, Lex et Tim se feront alors chasser à leur tour par les Raptors et encore une fois, la scène est juste géniale. Après que tous les personnages principaux se soient réunis et pris en chasse par les mêmes Raptors, le T-Rex terminera sa chasse. Et il fera son entrée en scène en bouffant ces derniers, laissant alors le temps à nos protagonistes de s'enfuir et un peu plus tard de se barrer de l'île en hélicoptère. Et ayant alors sauvé la mise de tout le monde, le tyrannosaure massacra les derniers Raptors et rugit un hurlement spectaculaire digne des scènes les plus cultes du cinéma.
Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Jurassic Park est toujours aussi culte? Eh bien selon moi, en plus de ses personnages et de sa BO totalement exceptionnelle, c'est avant tout grâce au réalisme de ses effets spéciaux, et plus particulièrement ses dinosaures. Comme je l'ai dit plus tôt, le principal défi pour ce film, c'était de faire des créatures convaincantes, des créatures qui font croire aux spectateurs que ce qu'ils voient est réel. Et évidemment, c'est réussi, et ce qui est encore plus beau, c'est que même 30 ans après, c'est toujours aussi réaliste, et que dans peut-être encore 30 ans, ça le sera tout autant, en tout cas, au moins pour les animatroniques. Parce que même si la CGI reste encore très cool aujourd'hui, rien ne dit que dans quelques années ce sera toujours le cas. Et ça, heureusement et malheureusement, c'est parce que le rendu en image de synthèse est de plus en plus réaliste. Par contre, pour les animatroniques, je suis sûr que ça ne vieillira jamais, tout simplement parce que ce sont des marionnettes réelles et juste ultra réalistes. Et évidemment, si je maintiens que Jurassic Park est le film le plus important de sa génération, c'est pour une raison bien précise. C'est tout simplement pour ce qu'il a apporté au monde des effets spéciaux et plus précisément à la CGI, parce que avant Jurassic Park, les images de synthèse, ça ressemblait à ça. Et il est indéniable que si la pratique de la CGI a fait un aussi gros bond dans le réalisme, c'est grâce à ILM, la société qui s'est occupée des images de synthèse du film. Et quand on regarde les gros films d'aujourd'hui, eh bien on se rend vite compte que la CGI est partout et que ça fait maintenant partie intégrante du cinéma moderne. Quoi qu'il en soit, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, Jurassic Park est un film unique en son genre, et même plus que ça, c'est une véritable aventure à vivre au moins une fois dans sa vie, et qui a marqué toute une génération et continuera à marquer les suivantes. Dans tous les cas, c'est mon film d'enfance, je serai jamais objectif.